Bon, alors on va m'excuser pour le cadrage approximatif. Je pouvais pas tourner chez moi, mais cette vidéo doit être faite d'urgence. Voilà, je pense que là ça va. Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque d'être très dure à entendre pour beaucoup de personnes. Donc je préfère te prévenir d'avance. Si tu es concerné de près ou de loin par la thématique du suicide et plus précisément des pensées suicidaires et des pensées autour de la mort, je te préviens, cette vidéo risque d'être perturbante, de te bousculer, peut-être de te raviver des mauvais souvenirs, des mauvais sentiments. Donc voilà, préserve-toi si tu ne te sens pas prêt ou prête à la regarder. Surtout que là pour le coup je suis partie pour être très cash. J'ai énormément de choses à dire, il faut que je vide mon sac, il faut que je mette à plat beaucoup de choses et j'ai pas du tout envie d'arrondir les bords, de trouver des mots moins choquants pour décrire une réalité qui est très violente. Et donc voilà, je te préviens, c'est pas simple ni pour moi ni pour les personnes qui regardent cette vidéo d'être là et de parler de ça. Pour moi c'est important de parler de ce sujet tout simplement parce que c'est un tabou extrême et pourtant ce sont des pensées qu'on est extrêmement nombreux et nombreuses à avoir. Peut-être que j'ai un biais de confirmation de par le fait que j'en parle et que du coup des personnes qui se sentent concernées m'en parlent aussi, mais si on regarde un peu les causes de mortalité chez les jeunes et globalement les causes de mortalité tout court, les morts par suicide sont quand même assez haut dans le classement, il me semble. C'est quelque chose de plus courant que ce qu'on pense et au-delà du suicide lui-même, il y a encore beaucoup plus de personnes qui pensent à la mort et qui ont des pulsions et des pensées suicidaires et qui passent pas forcément à l'acte. Donc on a tendance des fois à regarder que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent par suicide, et de ne pas se rendre compte qu'en fait en dessous de l'eau il y a tout un bloc de gens qui veulent passer à l'acte, qui pensent à ça tous les jours et qui se préparent psychologiquement ou pas à leur future mort. Donc voilà, j'ai absolument envie que ce soit un sujet dont on parle plus, dont on n'ait pas honte, surtout pas, de parler, et que aussi on arrête de culpabiliser, de penser à ces choses. Mais bon, ça voilà, je vais justement en parler dans cette vidéo. Un autre truc qui me paraît important avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est que cette vidéo c'est pas des conseils. Je n'ai pas de conseils à donner, je n'ai pas la solution au problème, et je peux pas trouver la solution ni pour moi ni pour d'autres personnes. La seule chose que je peux faire c'est de donner des pistes, de te donner mes outils, enfin te dire qu'est-ce qui a marché pour moi, qu'est-ce que je fais pour surmonter en fait ces pensées entre guillemets. J'ai demandé sur Instagram aux personnes qui me suivent qu'est-ce que elles pensaient de ça, qu'est-ce qu'elles avaient à dire à ce sujet. Du coup, au fur et à mesure de la vidéo, je parlerai des retours que j'ai eus pour qu'on ne parle pas seulement de mon expérience, mais qu'on essaye de montrer qu'il y a une multiplicité des expériences et des besoins différents, parce qu'on est tous et toutes différents, on a tous et toutes des problèmes différents, on a tous et toutes besoin de solutions différentes. Il y a des choses qui vont me faire du bien, qui vont pas te faire du bien, il y a des choses qui vont te faire du bien, qui vont pas me faire de bien, et c'est comme ça. Mais tout ce qui compte, et c'est vraiment ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est qu'on puisse parler, de ce sujet, qu'on se sente capable de le faire, qu'on se sente libre de le faire et qu'on ne culpabilise pas de le faire. Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais te raconter mon histoire. Ah non, j'oubliais encore un dernier truc. J'espère que cette vidéo ne fera pas culpabiliser qui que ce soit, parce que tout le but de cette vidéo est strictement l'inverse. En fait, j'ai pas envie que tu culpabilises si déjà tu te reconnais dans mon discours. Et si ça résonne en toi tout simplement, faut surtout pas que tu culpabilises de ressentir ce que tu ressens. S'il te plaît, je t'en supplie, ne culpabilise pas. Mais aussi, j'ai surtout pas envie de faire culpabiliser des personnes qui ont vécu la perte d'un être cher à cause du suicide. J'espère que c'est pas la sensation que je vais donner, parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Toute ma compassion et mes condoléances aux personnes qui malheureusement ont vécu cette déchirure et cette perte, parce que Dieu sait que c'est dur en fait
de ne pas culpabiliser quand on a quelqu'un qu'on aimait ou qu'on connaissait ou avec qui on partageait du temps qui se tue. Je sais que c'est quelque chose d'extrêmement courant, que les proches vivent avec ce poids sur la conscience, et du coup j'ai vraiment pas envie que en regardant cette vidéo tu te sentes mal, quoi. Genre c'est vraiment pas le but. Vraiment j'insiste sur le fait que je veux juste pouvoir rendre ça qu'on puisse en discuter, quoi, juste qu'on discute, qu'on se sente libre de le faire. Moi je me sens libre d'en parler dans mes vidéos, mais je veux en fait que tu te sentes libre toi aussi de t'exprimer à ce sujet, que tu sois victime de ce genre de pensée, ou que tu connaisses quelqu'un qui est victime de ce genre de pensée, ou qui a vécu cette douleur, quoi. Bref, du coup là dernièrement, je sais pas si tu l'as remarqué, j'imagine que oui si tu suis mes vidéos, mais j'ai vécu un gros épisode vraiment très compliqué, pendant lequel j'ai ressenti des choses que je ne ressentais plus depuis longtemps. Faut savoir que en ce qui me concerne, c'est pas du tout la première fois de ma vie que j'ai des phases pendant lesquelles en fait je pense à la mort tous les jours. Non seulement à la mort de manière générale, mais à ma potentielle future mort. Je me souviens de plusieurs épisodes quand j'étais plus jeune, pendant lesquels j'ai ressenti des choses similaires, et des épisodes pendant lesquels aussi j'ai demandé de l'aide. Je sais que ça s'est passé par fluctuation, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où pendant des semaines, voire des mois, ça me travaille à l'esprit tous les jours. Il y a eu d'autres périodes pendant lesquelles c'était pas du tout le cas, où j'aimais être là, j'aimais être en vie, j'aimais être présente, j'aimais vivre tout simplement. Et c'est très important déjà ça comme premier point, parce que les gens qui ne sont pas trop sensibilisés à ce sujet ont tendance à croire que quand tu as envie de mourir ou quand tu as des pensées suicidaires, forcément tu colles un peu à un stigmate de quelqu'un qui est bizarre, qui parle pas, qui n'est jamais joyeux, qui ne rigole pas, qui reste enfermé. Alors c'est possible hein, que ce soit le cas évidemment, mais en fait il y a beaucoup de gens qui pensent à la mort et qui pensent sérieusement en fait à leur potentielle future mort, et qui continuent à avoir une vie entre guillemets classique. Et des personnes en fait qui continuent d'avoir des interactions qui ont l'air d'être saines entre guillemets, qui ont l'air d'être épanouies, qui ont l'air d'être bien quoi, tout simplement, alors que tous les jours ils pensent à ça. Et ça a été notamment mon cas, parce que je sais que les fois où j'en ai parlé à mes proches, et à nouveau c'est pas du tout pour les culpabiliser, parce que si tu es un proche à moi, que tu me connais, que tu m'as connu dans ces périodes, et que tu l'as pas remarqué, je t'en veux pas en fait, genre vraiment je t'en veux absolument pas. Je pense que moi et beaucoup d'autres gens on est très forts pour le cacher aussi. Mais tout ça pour dire que quand j'en ai parlé, je sais qu'il y a eu plusieurs reprises où j'avais face à moi des gens complètement abasourdis, des gens qui comprenaient vraiment pas en fait comment c'était possible que je pense à ce genre de choses, qui étaient juste hallucinés quoi, en se disant mais quoi, genre c'est... Mais non, toi c'est pas possible, toi tu ne peux pas me dire ça, enfin genre t'es carreau, t'es comme ci, t'es comme ça. Et du coup ils le pensaient pas mal, parce que je les comprends en fait dans leur réaction, je les comprends que ce soit un peu contradictoire en fait, que tous les jours ils te voient te marrer, faire des blagues, commencer à faire des conneries, j'en sais rien, essayer de continuer de vivre tout simplement, et qu'à côté ces mêmes personnes là te disent oui bah à ce sujet en fait tu sais hier j'ai failli faire X ou Y chose, me donner la mort. Donc je comprends en fait que ce soit choquant et que ce soit un peu déroutant pour les personnes qui sont pas trop concernées par ça. Mais si tu as été concerné par ça et que tu ressembles à mon profil entre guillemets, tu vois de quoi je parle je pense quand je te dis que du coup ça c'est une grande difficulté pour commencer à en parler, juste parce que on sait qu'au quotidien on ne renvoie pas forcément l'image d'une personne qui souffre, et donc on a peur en fait de ne pas être pris au sérieux et que notre souffrance soit minimisée, mais on va revenir là-dessus. Je vais te donner quelques exemples de pensées très concrètes que j'ai eues, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait qu'est-ce qui peut nous traverser l'esprit quand on a ce genre de pensée.
Moi par exemple, je me souviens que je me disais pas mal quand j'étais au bord de la route par exemple et que je regardais, enfin que j'attendais un feu rouge, je me disais tiens, là il y a un camion qui va arriver, il suffirait juste que je me laisse tomber sous les roues du camion et tout est fini, par exemple. Ou je marchais sur un pont et je m'imaginais passer la rambarde du pont et me jeter dans le vide. Ou je me suis déjà imaginé qu'est-ce que j'aurais pu prendre chez moi pour m'infliger quelque chose, du mal, une mutilation, une pendaison. J'ai déjà regardé s'il n'y avait pas des produits ménagers ou chimiques chez moi qui pouvaient être plus ou moins efficaces pour en finir. Ça m'est déjà arrivé de regarder sur internet les différentes manières de se suicider, les manières les plus simples, les plus rapides. Je me suis déjà posé la question de comment faire passer ma mort pour un accident, pour qu'on ne m'en veuille pas. Et ça, on va y revenir à cette thématique de la culpabilité. Donc j'ai déjà commencé à imaginer des scénarios de ouais mais si je fais x, y chose et que je tombe, les gens pourront pas savoir qu'en fait c'était volontaire, ils vont penser que c'était un accident, du coup ils m'en voudront pas. J'ai déjà pensé aussi à juste disparaître, en fait de trouver un moyen de partir très loin, vraiment genre dans un endroit où on ne me soupçonnerait jamais d'avoir mis les pieds. De me suicider à cet endroit là, comme ça bah, je serais juste disparue. Et je sais que c'est horrible d'entendre ça pour les personnes qui sont proches et qui ont vécu. J'ai conscience à part ça de la portée que ça a ce que je dis, donc faut pas vraiment, j'ai pas envie qu'on me tombe dessus en me disant mais tu te rends pas compte à quel point c'est horrible. Non, je sais que c'est horrible, ok, je sais que c'est horrible, mais comme je te dis, j'ai pas envie de faire semblant que c'était pas comme ça, parce que c'est ce qu'on pense malheureusement, en tout cas c'est ce que pensent certaines personnes qui ont envie de se donner la mort, et je crois que c'est important de le savoir. Donc oui, j'ai déjà pensé à juste passer pour quelqu'un de disparu, tout simplement parce que j'avais peur en fait qu'on m'en veuille si je passais à l'acte. Et je sais, franchement, je sais à quel point souffrent les gens qui ont perdu un proche et qui a disparu, et que ces personnes vivent dans le doute de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, si la personne est en vie, si elle ne l'est pas, si elle souffre, si elle ne souffre pas, enfin bref, franchement j'ai conscience du fait que c'est quelque chose qui doit être atroce à vivre, mais le fait est que quand on a des pensées suicidaires et qu'on a déjà un sentiment de culpabilité tellement grand, parce qu'en tout cas c'est mon cas et je sais que c'est le cas d'énormément de personnes, on culpabilise déjà tellement de se sentir mal, on culpabilise tellement d'aller mal, on culpabilise tellement de vouloir mourir, que du coup l'idée qu'on inflige ça à nos proches nous paraît insoutenable quoi. En tout cas moi je sais que les fois où j'ai vraiment songé à mourir, l'idée que mes proches allaient souffrir de ma perte me faisait encore plus me sentir mal, et franchement c'est un cercle vicieux sans fin. Et du coup faut le comprendre quand des personnes qui ont ce genre de pensée essayent de trouver des combines pour justement faire passer leur mort pour un accident ou pour une disparition, tout simplement parce que le poids de la culpabilité est tellement dur à porter, est tellement horrible à vivre avec que ouais, on en vient à penser des choses comme ça. Mais il faut le savoir, on pense à des choses comme ça. Je sais que je suis pas du tout la seule à penser à ce genre de choses, et ça me paraît important que les gens aient conscience que ouais, ça peut nous traverser l'esprit. Bon là voilà, je t'ai donné quelques exemples de pensées que j'ai pu avoir. Je suis pas professionnelle de la santé, mais de ce que je sais, il me semble qu'il y a des stades d'urgence entre guillemets dans les pensées suicidaires. Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a des stades plus ou moins graves dans ce genre de pensée que ça veut dire qu'il faut attendre que ce soit trop grave avant de passer à l'action dans le sens de chercher de l'aide. Ceci dit, c'est pas du tout parce qu'il y a plusieurs stades d'urgence dans ce genre de pensée qu'il faut attendre d'être au stade le plus grave avant de demander de l'aide ou de donner de l'aide à quelqu'un. Et ça c'est vraiment extrêmement important, et j'ai vraiment envie qu'on le retienne dans cette vidéo. C'est pas anodin en fait, c'est pas normal entre guillemets d'avoir des pensées de ce type, d'avoir des pensées. Ça commence de façon très vicieuse parce qu'en fait au départ
on se dit pas comme ça forcément du jour au lendemain, j'imagine, hein, je sais pas, en tout cas ça n'a pas été mon cas. Ça se passe pas forcément en mode ah tiens j'ai envie de mourir comme ça parce que j'ai pété un caprice ou j'ai pété une crise. Ça c'est vraiment un cliché. En ce qui me concerne en tout cas ça a été très vicieux, dans le sens où ça a commencé avec des pensées où je me disais oh mais la vie c'est fatigant, les choses ne vont pas bien, j'ai pas trop espoir, je suis pas confiante, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, je suis pas capable. Ça commence avec des pensées négatives comme ça. Après ça veut pas dire que parce qu'on a des pensées négatives comme ça, forcément on va en arriver à avoir des pensées suicidaires, mais pour beaucoup de gens qui ont des pensées suicidaires, je sais qu'on est énormément à avoir commencé avec des pensées qui avaient l'air moins graves de ce genre, du style, surtout des choses qui ressemblent à de la grande fatigue de vivre, quoi. D'avoir l'impression, voilà, que la vie c'est pas fait pour nous, qu'on a l'impression de vraiment pas être au bon endroit, de vraiment rien avoir à foutre là, quoi. Et c'est très très vicieux parce que dès le départ on a tendance à minimiser à mort la gravité de ce qu'on ressent, et c'est dû à cette merde de culpabilité, quoi, de cette pensée tellement chiante qui te dit mais tu devrais pas te sentir mal, n'écoute pas tes pensées négatives, regarde, ta vie est belle, regarde, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, regarde, les gens sont là pour toi, etc. Et en fait, en effet, prendre du recul et relativiser là-dessus, ça peut aider à parfois se remettre les idées en place et puis se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous et qui comptent et qui peuvent nous être utiles, qui peuvent être des ressources. Donc je dis pas que c'est complètement inutile de penser ça, mais le revers de la médaille de ça, en fait, c'est qu'on peut commencer à culpabiliser si on voit qu'en fait on se sent pas mieux malgré ça. Parce que tu peux essayer de prendre du recul, tu peux essayer de relativiser, mais si tu te rends compte qu'en fait ça te fait pas sentir mieux et ça t'aide pas à t'apaiser et ça t'aide pas à atténuer ta souffrance, ça risque de te faire culpabiliser, en fait, et ça risque après d'enfoncer encore plus le clou de la douleur dans ton âme, parce que tu vas commencer à te dire que tu n'es pas légitime à te sentir comme ça, que t'es vraiment fragile, vulnérable, que voilà, t'es une sous-merde, que tu sers à rien, que tu dois être un poids, et donc ça ne fait qu'empirer, en fait, le mal-être, et du coup ça ne fait que rendre de plus en plus graves les pensées morbides, justement. Tout ça pour dire que il faut être attentif et attentive à ce genre de pensée dès le départ. Ça ne veut pas dire que forcément il faut être dans un état d'urgence immédiat, dramatique, en mode ah mon Dieu, t'as dit que t'étais fatigué de vivre, on va t'interner dans un hôpital psychiatrique. Il s'agit pas de ça, en fait, il s'agit juste de se rendre compte que ce genre de phrases, ce genre de pensées, ce genre d'allusions sont pas anodines et peuvent potentiellement masquer une douleur extrêmement grave, en fait. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas forcément par la parole et qui vont essayer d'envoyer des signes peut-être de fatigue, de détresse, de souffrance autrement. Alors je pourrais pas te donner des exemples parce que je les connais pas, en fait, mais de ce que je sais, pour avoir été aussi entourée de personnes qui ont vécu des choses similaires, moi je sais par exemple que ça peut passer par un comportement inhabituel, un changement d'humeur un peu inattendu, ou voilà, quelque chose, en fait, qui nous met la puce à l'oreille. Et malheureusement je sais aussi que parfois malgré tous les efforts et les attentions du monde, il y a des gens qui masquent tout et qui montrent rien, et du coup ouais, je sais que c'est compliqué franchement, mais en tout cas une chose est sûre, il y a des personnes qui montrent des signes et il faut qu'on soit attentif et attentive à ces signes, autant autour de nous, autant en nous. C'est-à-dire que là je parle du fait que il faut être attentif à ça par rapport à notre entourage, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un autour de toi justement qui émet ce genre de pensée, qui fait des allusions bizarres, qui a des comportements étranges, ou juste qui se renferme, ou je ne sais pas, voilà, mais si tu es attentif à ça et que tu remarques quelque chose qui te met la puce à l'oreille, rends-toi compte que ça peut masquer une très 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 grande douleur. Déjà, c'est la première étape à mon avis, c'est déjà de réaliser que c'est possible. Mais aussi, si toi tu te sens concerné par ça, si toi, à l'intérieur de toi, tu te rends compte que tu as des pensées récurrentes, que ça t'arrive en fait parfois d'avoir des sortes
de moments où tu te dis ah j'ai envie d'en finir, j'ai envie de partir, j'en ai marre, ou même des trucs justement moins évidents quoi, des pensées un peu moins explicites, il faut que déjà toi aussi tu ne le minimises pas et que tu te rendes compte que c'est ton esprit qui t'envoie des messages, c'est ton esprit qui essaie de te dire quelque chose, de te dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le problème c'est qu'on n'écoute pas ça souvent. J'étais la première à faire ça, j'étais la première à me dire que c'était rien, que c'était pas grave, qu'on s'en fout, que patati que patata. Et tu laisses en fait ce truc moisir toujours plus, toujours plus, toujours plus, et commencer à envahir toutes les parties de ton être progressivement jusqu'au jour où tu tapes sur internet le moyen le plus rapide pour mettre fin à tes jours, ou que tu fais une tentative de suicide. Un autre point qui me paraît vraiment ultra important à retenir, c'est cette idée fausse, et c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qualifiés qui travaillent dans le domaine de la santé, qui font des études là-dessus et qui bossent avec des gens souffrants et des personnes suicidaires et autres. Ça ne donne pas des idées aux gens de parler de suicide. Je sais que c'est une peur extrêmement présente pour beaucoup de proches, de personnes qui souffrent. Parce que en fait souvent on se dit mais si je lui parle de mort, si je lui parle de suicide, si je lui pose la question est-ce que tu as déjà eu envie de te suicider, cette personne va peut-être y songer, peut-être qu'elle y pensait pas et moi je vais commencer à la faire réfléchir là-dessus et peut-être que ça va lui donner envie de le faire. Mais c'est faux, franchement c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, parce que si déjà toi dans ta tête t'as eu l'idée de mentionner ce sujet avec quelqu'un qui souffre, c'est peut-être parce que t'as des signes justement, c'est peut-être parce que tu vois que cette personne souffre. Et donc si tu sais que cette personne souffre parce que t'as eu l'idée de lui parler de la mort, ça veut dire que potentiellement, probablement, elle y a pensé bien avant toi en fait. Et peut-être que la seule chose qu'elle attend, c'est de pouvoir parler de ce qu'elle ressent. Parce que franchement, c'est un des plus gros problèmes quand on souffre avec ce genre de pensée, c'est qu'on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'un tas de choses, et j'ai une liste là longue comme le bras des différentes peurs qu'on a à l'idée de parler de ça. Mais tout ça pour dire que parler de la mort, parler du suicide, ça va pas tout d'un coup faire réaliser à quelqu'un que c'est ça qu'il faut qu'il fasse si à la base il se sentait pas si mal quoi. Je mettrai dans la description si je trouve un article ou n'importe quel document qui puisse parler de ça beaucoup mieux que moi, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été étudié et ça peut être présenté avec des arguments et quelque chose de beaucoup plus construit que ce que je dis là, mais ça me paraissait important de le dire dans cette vidéo parce que en tant que personne qui a des pensées suicidaires, alors maintenant beaucoup moins Dieu merci, mais en tout cas j'en ai eu à plusieurs reprises et j'en ai eu récemment, j'attendais qu'une chose, et à nouveau je le dis pas pour culpabiliser mes proches, mais je sais que moi personnellement j'aurais voulu que quelqu'un me pose la question, est-ce que tu as envie de mourir? Est-ce que tu as pensé au suicide? Parce que ça m'aurait enlevé un poids de culpabilité de me dire, tiens, cette personne sait que c'est possible en fait que j'ai ça dans ma tête. C'est une manière de montrer en fait que tu as conscience du fait que la personne souffre, tu as conscience du fait qu'elle va mal et que tu t'inquiètes pour elle sans être dans un truc comment tu dis, intrusif, voilà, mais que tu es vigilant ou vigilante par rapport à ça. En fait c'est une manière de montrer que tu prends au sérieux notre souffrance, que tu considères l'ampleur de notre mal-être, et donc ça fait du bien en fait pour les personnes qui souffrent de se rendre compte qu'autour de nous les gens qui comptent pour nous ou qu'on aime valident notre douleur. Et en plus de ça, ça permet d'ouvrir juste la parole, de communiquer et de permettre à quelqu'un qui a des pensées envahissantes, qui rumine des choses extrêmement douloureuses, de se décharger éventuellement d'un poids. Donc au contraire, à mon avis, lancer cette discussion-là, si la personne se sent d'en parler, peut être vraiment bénéfique. En tout cas en ce qui me concerne, moi je sais que ça m'aurait beaucoup fait de bien qu'on me pose cette question. Parce que moi quand j'ai essayé d'en parler, à plusieurs reprises j'ai commencé à
à lancer la discussion, et en fait j'ai trouvé des pirouettes et des trucs pour en fait changer de sujet parce que je me suis repentie et je me suis dit non en fait tu peux pas parler de ça, nanana. Et Dieu sait combien de fois j'ai essayé d'entamer le sujet et où je me suis dit non en fait non, non c'est une mauvaise idée, alors qu'en fait j'aurais dû et ça m'aurait fait du bien et peut-être que ça aurait permis un peu de désamorcer l'engrenage tout simplement négatif qui se produisait dans ma tête. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi les gens n'en parlent pas. Pourquoi c'est si dur en fait de le dire, et du coup j'ai demandé sur Instagram aux personnes qui étaient concernées par ce genre de pensée, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te freine à l'idée de parler de tes pensées suicidaires à tes proches. Et il y a eu beaucoup de réponses. Donc évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque personne a un vécu différent, des proches différents et des expériences différentes, donc évidemment c'est pas exhaustif quoi, c'est juste des pistes. Mais moi il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue là-dedans, et à mon avis c'est commun à beaucoup de personnes en fait. La première peur qui est beaucoup revenue, c'est la peur de pas du tout être pris au sérieux, et Dieu sait que c'est une peur extrêmement courante, parce que surtout en ce qui concerne la santé mentale, les troubles et les maladies psychiques, on a très souvent tendance à minimiser et ne pas prendre au sérieux la douleur des personnes qui souffrent à ce niveau-là. Et il y a de très grandes chances pour qu'une personne qui a des pensées suicidaires ait déjà vécu et expérimenté le fait qu'on minimise sa douleur avant. Parce que, comme je te l'ai dit, quand tu as des pensées suicidaires, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, où tout allait super bien dans ta vie, t'as jamais eu de problème, tu t'es toujours senti au top de ta forme, et tout d'un coup comme ça, t'as envie de te buter. Ça marche pas comme ça. Souvent c'est un processus qui s'installe de façon assez vicieuse, sur une durée plus ou moins longue, je ne sais pas, je suis pas médecin, mais voilà, j'imagine que ça doit varier. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on est très nombreux à être dans la situation dans laquelle on parle pas du fait qu'on veut se suicider, tout simplement parce que quand on a parlé d'autres choses avant, des trucs qui avaient l'air moins graves, on nous prenait déjà pas au sérieux. Donc imagine juste une seconde, quelqu'un qui à la base vit des choses, qui a déjà essayé d'en parler, qui a déjà essayé de donner des signes, qui a déjà essayé de se faire entendre, et à qui on a juste dit arrête de t'inventer des problèmes, ce n'est pas grave, faut relativiser, il y a d'autres gens qui souffrent plus sur terre, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux, etc., etc. Imagine une seconde que cette personne-là, si déjà on l'écoute pas quand elle parle de trucs qui ont l'air moins graves entre guillemets, devoir avoir le courage de te dire qu'en fait elle en est au point où elle veut mourir. Enfin bref, tout ça pour dire que l'expérience de la minimisation, c'est très violent, c'est vraiment très violent, et même carrément parfois du déni. Moi je connais des personnes qui ont été face à du déni quand ces personnes ont dit qu'elles allaient mal, et même si je comprends que ça puisse être un système de protection de la part de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand ils sont dans le déni, c'est juste parce qu'ils essayent de se protéger eux-mêmes, hein. Moi je comprends bien que si je suis mère et que mon mioche il me dit maman j'ai envie de mourir, peut-être que mon cerveau va vouloir ne pas entendre cette information, l'ignorer, l'oublier, et ça peut être complètement inconscient j'imagine. Après je te l'ai déjà dit, je suis pas professionnelle, mais je sais que le déni ça existe. Donc le but c'est pas de te faire culpabiliser d'être dans le déni, mais juste de dire, faire l'expérience que quelqu'un soit dans le déni de ta souffrance, c'est très violent en fait. C'est vraiment très violent. Parce que non seulement t'as pas l'écoute dont t'as besoin, mais en plus de ça, ça te renforce l'idée que du coup, ce que t'as dit n'était pas si grave en fait. Que ce qui t'arrive n'était pas si dramatique, puisque la personne en face n'a pas vraiment de réaction. Et donc ça te renforce ce truc de culpabilité. Enfin bref, tout ça pour dire que une des peurs numéro 1, c'est le fait qu'on ne prenne pas au sérieux, et là je parle pas que des pensées suicidaires, je parle de toute forme de douleur. Quand quelqu'un exprime une forme de souffrance, c'est important d'essayer de... C'est important qu'on soit à l'écoute de cette souffrance, et que évidemment si on s'en sent capable, hein, parce que je sais que c'est pas non plus donné à tout le monde, mais que dans la mesure du possible on puisse l'entendre, cette douleur. La deuxième peur qui est pas mal revenue, c'est la peur d'être forcé à devoir faire ou entamer une démarche qu'on n'a pas spécialement envie d'entamer. Alors j'ai pas envie trop de m'aventurer sur ce terrain, parce que je pense pas être capable
de m'expliquer là-dessus. Mais je comprends qu'on ait cette appréhension de se dire si j'en parle à ma mère, si j'en parle à mon père, si j'en parle à mon mec, peut-être que cette personne va me forcer à être hospitalisée, peut-être que cette personne va me forcer à aller à tel ou tel endroit, à faire ou telle chose. Je la comprends tout simplement parce que quand moi j'ai été chez ma psychiatre, un des premiers trucs que je lui ai dit, et d'ailleurs je l'ai aussi dit quand j'étais aux urgences psychiatriques, c'est: est-ce que vous avez le droit de me forcer à être internée? J'ai demandé ça en fait, avant de m'exprimer. Parce que, et c'est peut-être triste, mais c'est vrai, en fait, si on m'avait répondu oui, on a le droit de vous interner de force, peut-être que j'aurais pas tout dit. Peut-être que j'aurais pas dit à quel point je me sentais mal et à quel point mon envie de mourir était violente. Et donc, l'idée qu'on peut parler librement sans devoir le payer entre guillemets par la suite, ça peut être très apaisant pour nous en fait. Moi, quand les deux psychiatres en question, celle du service des urgences psy et ma psychiatre attitrée, quand les deux m'ont dit non, vous n'êtes pas on peut pas vous forcer à quoi que ce soit, ça m'a enlevé un poids et ça m'a permis de vraiment dire tout ce que j'avais sur le cœur et me livrer en fait de la façon la plus profonde que je pouvais. La troisième peur qui est beaucoup revenue, c'est la peur d'être culpabilisé, que en fait les proches en face de nous, et ça aussi je sais que ça arrive énormément, en fait commencent à nous dire mais tu penses pas à nous, t'es sérieuse de dire un truc pareil, tu crois que moi ça me fait quoi d'entendre ça, et moi aussi je souffre, et si toi t'as envie de te suicider alors imagine moi dans quel état je suis, et puis t'as pas honte de dire un truc pareil, je t'ai pas donné la vie pour que t'aies envie de mourir. Enfin bref, qu'on dise des trucs culpabilisants à une personne qui nous dit tiens je songe à crever, ça peut être vraiment dangereux en fait, vraiment très dangereux. Et j'insiste sur le fait que, je l'ai dit plusieurs fois, le sentiment de culpabilité chez nous, les personnes qui ont des pensées suicidaires, est très fréquent et très profond. Et du coup, la dernière chose dont on a besoin quand on parle de nos pensées suicidaires, c'est qu'on nous fasse culpabiliser d'avoir des pensées suicidaires, parce que t'inquiète qu'on en a déjà assez de culpabilité en nous et qu'on culpabilise déjà assez du fait d'avoir envie de mourir. Parce qu'on sait que les gens autour de nous vont souffrir, on sait que les gens autour de nous ont peur, on sait que les gens autour de nous souffrent aussi. Du coup, la culpabilité, il n'y a pas besoin d'en rajouter, vraiment. La quatrième peur qui est beaucoup revenue, c'est la peur de devoir donner des explications ou de devoir dire de façon rationnelle pourquoi on a envie de mourir. C'est pas si simple en fait de donner des explications sur pourquoi tu as envie de crever. Parfois c'est des douleurs qui sont très anciennes, qui refont surface. Parfois c'est des troubles ou des maladies psychiques ou des souffrances physiques. Ça peut être tellement de choses en fait. Et parfois on ne sait pas nous-mêmes. Parfois on ne sait pas nous-mêmes pourquoi on a envie de crever, parce que c'est trop flou, parce que dans nos têtes ça va dans tous les sens, parce qu'on a des pensées qui veulent rien dire, parce que un coup on a l'impression que tout va bien, un coup on a envie de mourir, parce que tout est très confus. Et en fait vouloir des explications, c'est nous demander de faire un effort supplémentaire dans quelque chose qu'on n'est pas forcément capable de faire. Et même si je comprends que c'est important d'essayer de remonter le fil de la chose, c'est pas forcément la nécessité immédiate tout de suite en fait. Quand quelqu'un te parle de ses pensées suicidaires, a priori que tu essaies de comprendre en long, en large et en travers ce qui l'a mené à vouloir à avoir ce genre de pensée à un moment donné, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais je dis peut-être, ok, je sais pas vraiment. En tout cas, dans mon expérience, quand je dis à une personne en qui j'ai beaucoup confiance et que j'aime, que j'ai envie de mourir, personnellement, ce que j'attends, c'est plutôt de l'écoute, de la compréhension, du soutien, de l'amour, de la confiance, de la compassion, mais pas que cette personne elle ait des arguments qui puissent l'aider à comprendre de façon rationnelle ce que je ressens. Je pense que ça c'est plutôt le travail de personnes qui sont qualifiées, qui savent comment s'y prendre, qui savent par où prendre le problème, comme des thérapeutes ou comme des médecins ou je sais pas, et je sais que c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais à mon avis c'est plus judicieux de laisser ce travail à des professionnels qui sûrement vont trouver un meilleur moyen d'expliquer la chose
plutôt que dans un moment de détresse où quelqu'un te dit voilà j'ai envie de mourir et que cette personne peut-être que cette personne n'a pas envie de t'expliquer aussi pourquoi elle a envie de mourir. Peut-être qu'elle a juste besoin, justement comme je t'ai dit, d'amour et d'attention et de soutien. Peut-être que cette personne, elle veut pas te le dire parce qu'elle veut pas que tu t'énerves, ou peut-être qu'elle veut pas que tu poses trop de questions, peut-être qu'elle veut pas que tu donnes trop de détails, peut-être qu'elle veut pas donner trop de détails, pardon. En fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut ne pas donner d'explication. Donc le mieux, je pense, ce serait de demander est-ce que tu veux parler des raisons qui te font sentir comme ça? Est-ce que tu sais toi-même qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Mais en tout cas pas d'en demander comme si c'était un dû. C'est pas un dû. Les gens n'ont pas forcément à justifier en fait leur douleur. En fait, le fait de souffrir est une justification suffisante, je pense. Donc les explications, je pense que ça peut attendre. En tout cas, ça peut être soit délégué à quelqu'un qui est qualifié pour le faire, soit ça peut se faire sur un rythme peut-être plus lent. Peut-être de dire à la personne écoute, maintenant je comprends que si t'as pas forcément envie d'en parler, mais sache que si tu veux discuter de ce que tu as vécu, de ce qui te fait souffrir, de si s'est passé quelque chose récemment ou moins récemment et que tu veux m'en parler, je suis disponible, on peut en parler demain, la semaine prochaine, quand tu veux. Bref, c'est peut-être mieux. La cinquième douleur qui est beaucoup revenue, c'est que on nous traite d'égoïstes. Parce que ça c'est un truc vraiment, je peux plus l'entendre. Je déteste ça, franchement. Les gens qui se suicident sont des lâches, les gens qui se suicident sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, etc. Non mais franchement, c'est horrible. C'est horrible d'entendre ça. Parce que, à nouveau, on en revient à ce truc de culpabilité, donc je vais pas tergiverser encore plus là-dessus. Mais non, en fait, c'est pas égoïste. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un en arrive un jour à vouloir se foutre en l'air parce que sa vie devient insoutenable, on peut pas dire que c'est un acte égoïste, en fait. Au contraire, à mon avis, l'acte égoïste, c'est plutôt l'acte qui vient de la personne qui ne comprend pas cette douleur, qui ne l'a peut-être jamais vécue, et qui va culpabiliser l'autre. Ça pour moi c'est ça qui est égoïste. Parce que si moi j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai envie de mourir et que moi en face le premier truc auquel je pense c'est à ce que moi je pourrais ressentir si cette personne meurt, ça prouve bien qu'en fait je pense d'abord à moi et pas au fait que la personne en face est en train de me dire qu'elle a envie de crever. Donc je sais que c'est compliqué, hein, je prétends pas que ça se fait en un claquement de doigts et que c'est facile, à nouveau je cherche à culpabiliser personne, loin de là. Mais juste, si on doit parler d'égoïsme là-dedans, c'est surtout pas par rapport aux personnes qui ont vraiment ce genre de pensée. Il faut vraiment absolument arrêter de dire que c'est égoïste, c'est lâche, c'est les gens faibles qui le font. Si vous saviez le nombre de choses et le nombre de souffrances par lesquelles passent les personnes qui finissent par passer à l'acte, vous ne diriez pas que ces personnes sont faibles, vous ne diriez pas que ces personnes sont lâches. Parce que quand quelqu'un en arrive à se foutre en l'air, c'est probablement parce que cette personne a déjà beaucoup encaissé, et même si cette personne peut avoir des problèmes qui a priori ont l'air moins graves que d'autres, même si oui il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, même si oui il y a des gens qui n'ont pas de toit sur la tête, même si oui il y a des gens qui se sont fait torturer, kidnapper, je ne sais pas quoi, ça n'empêche pas le fait que il y en a d'autres qui ne vivent pas des trucs aussi horribles et qui encaissent quand même des trucs affreux. Et voilà, donc on peut pas dire ça. Non. Une autre peur qui est beaucoup revenue, c'est la peur du stigmate, la peur qu'on soit réduit à notre traumatisme, à notre problème, à notre trouble, à notre maladie, à notre souffrance en fait. Juste qu'on soit réduit à ça et que les personnes en face ne nous perçoivent plus comme un être humain complexe avec une histoire, avec des pensées, avec des traits multiples, avec avec une complexité, ouais, tout simplement, mais juste qui voit en nous la souffrance, le mal, ouais, qu'on nous colle une étiquette de toi égale une blessure. Je pense que même si c'est important de considérer la douleur et la blessure de cette personne, il faut pas non plus lui donner la sensation qu'il n'y a que ça dans sa vie en fait. Même si la personne, peut-être que là, tous les jours, les seules pensées qu'elle a tournent autour de ses problèmes et de ses souffrances, ça veut pas dire que toute son existence n'est composée que de ça en fait. Et le fait de
de faire sentir à l'autre qu'on voit que c'est une personne avec toute sa complexité, toute sa profondeur, toutes ces choses qui font qui elle est, bah ça permet de lui rappeler tout simplement qu'elle-même ne doit pas se réduire à ça. Qu'elle n'a pas à se voir que seulement par le prisme de cette douleur et de cette souffrance. Une autre peur qui est beaucoup revenue, c'est que la situation soit carrément pire après qu'on ait parlé, parce que ça, on n'en entend pas beaucoup parler et pourtant ça arrive énormément. Beaucoup de gens parlent de ça et en fait s'en prennent plein la gueule derrière, mais vraiment plein la gueule, et c'est même, pour certaines personnes, c'est même plus dangereux de parler de ça que l'inverse. Donc je sais que c'est compliqué, je sais vraiment que c'est compliqué, parce que souvent ce qui revient beaucoup quand on parle de ça, c'est que les gens disent il faut en parler, il faut le dire à ses proches, il faut le dire à un professionnel de la santé, il faut le dire à n'importe qui nous inspire confiance, et je sais que c'est important d'en parler, et je te dirais que oui, c'est important d'en parler. Par contre, je sais aussi que selon la personne à qui tu parles, ça peut être encore pire. Parce que si je dois prendre mon exemple, les personnes à qui j'ai parlé de mes pensées suicidaires, j'ai dû les choisir en fait. Et il y a très peu de gens à qui j'en ai vraiment parlé dans la gravité réelle de ce que je ressentais. Genre mon père, je lui ai pas dit ça. Tout simplement parce que je sais que si je parle de ça à mon père, sa réaction va être encore plus pénible que s'il ne le sait pas. Donc je sais que c'est super dur et qu'il y a des gens qui se sentent super seuls et qui ont l'impression qu'ils peuvent en parler à personne, et que jamais aucune oreille, aucun cerveau, aucun corps ne pourra recevoir la douleur qu'elle ressent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le travail d'être à cette écoute-là, et même ces gens-là, je sais qu'il y en a qui sont juste nuls à chier, mais il y en a aussi d'autres qui sont incroyables et qui nous sauvent la vie. Moi je sais que mes thérapeutes me sauvent la vie. Je sais qu'il y a plein de gens avec qui ça s'est mal passé parce qu'ils ont eu des psys ou des médecins ou des assistants sociaux ou des conseillères d'orientation ou quoi, qui les ont fait culpabiliser, qui leur ont dit des trucs horribles et tout. Mais il existe des gens à qui ça vaut la peine de parler. Et merci Internet, vraiment merci Internet de donner l'occasion à certaines personnes d'aller sur des forums, d'être dans des groupes de discussion, d'être sur des pages, de regarder des vidéos, je ne sais pas, mais franchement Internet c'est un bon moyen aussi de se sentir moins seul et d'avoir l'impression que tout n'est pas perdu. Et d'éventuellement parler à des gens, parfois c'est plus simple en fait de parler à un pseudo de quelqu'un dont on ne connaît même pas le visage, dont on ne connaît même pas le nom, de façon anonyme, que de parler à un proche. Je ne peux que le comprendre franchement. Donc voilà, tout ce que je dois dire là-dessus, c'est qu'il faut juste en parler, mais en parler à quelqu'un qui vraiment nous fait sentir, pas capable, mais qui nous fait sentir en sécurité en fait. J'ai demandé sur Instagram quelle serait la réaction idéale de la personne à qui tu parles de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues, donc certains trucs que j'ai déjà dit, mais notamment l'écoute, ça c'est vraiment important, l'écoute active. L'écoute active, ça veut tout simplement dire que la personne à qui t'en parles, elle se montre attentive ou attentive à ce que tu dis, qu'elle te pose des questions qui ne soient pas forcément intrusives, mais qu'elle montre de l'intérêt en fait pour ce que tu dis. Quelqu'un qui se montre avec de la compassion, de la compréhension, qui soit justement pas dans le jugement, qui te laisse le temps de parole dont tu as besoin, qui ne te coupe pas la parole, qui ne ramène pas le sujet à elle forcément, à moins qu'elle ait quelque chose à partager sur cette thématique qui puisse t'aider, hein, on est d'accord, mais qu'on comprenne que là en fait on est là pour parler de ta douleur et de ce que tu ressens quoi. Et donc l'écoute et la compréhension et la compassion, c'est hyper important. Autre chose qui est beaucoup revenue, c'est le calme en fait. Parce que ça peut arriver parfois que quand on parle de ça, la personne en face de nous surréagisse, se mette dans un état hyper stressant, hyper intrusif, que cette personne elle ait un peu une réaction hyper excessive et tout.
Et parfois il y a des gens qui pensent que c'est la bonne réaction à avoir, genre limite c'est même pas qu'ils la ressentent vraiment, c'est juste qu'ils se disent oh mon dieu c'est un sujet super grave et il faut que je montre à cette personne que je suis vraiment en panique pour qu'elle voit que je l'aime vraiment. Et en fait c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux je pense. Moi je sais que ce qui m'a fait du bien quand j'ai choisi les personnes à qui en parler, c'est que je savais que ces personnes quand j'allais le dire elles allaient pas retourner le truc sur elles en mode ah c'est moi qui panique maintenant, c'est moi qui suis en stress, c'est de moi qu'il faut s'occuper parce que oulala ce que t'as dit ça m'a trop chamboulé. Genre en fait si quelqu'un te parle de ses pensées suicidaires, cette personne a besoin d'être entendue, cette personne a besoin d'être soutenue, cette personne elle a pas besoin en plus de devoir gérer tes états d'âme à ce moment là. Et même si je sais à nouveau que c'est compliqué parce que moi par exemple étant une anxieuse profonde, je sais que si une personne que j'aime me parle de ses pensées suicidaires, il y a des chances pour que je me mette à paniquer. Mais dans ce cas-là, si je me mets à paniquer, je trouverai un truc, une stratégie, une manière de rediriger la personne ou je sais pas, un truc pour qu'elle n'ait pas à devoir forcément me rassurer, sachant qu'elle est déjà en train de faire un effort monumental pour me parler de ça. Donc je sais que c'est compliqué, ok, et je sais que c'est normal d'avoir ce genre de réaction aussi, c'est pas pour culpabiliser, j'insiste là-dessus, qui que ce soit qui a eu ce genre de réaction, parce que je te dis, moi il y a de très grandes chances pour que je fasse partie de ces gens-là qui se mettent dans tous ces états si on leur parle de suicide. Après bon, maintenant j'ai quand même pas mal d'expérience avec ce sujet, c'est quand même un sujet que j'ai un peu retourné dans tous les sens, et je connais pas mal de gens avec qui j'en ai parlé, donc disons que je suis plus familiarisée avec ça, donc ça va. Mais c'est vrai que si c'est la première fois que tu entends un truc comme ça, si voilà, genre c'est assez lointain pour toi, je comprends que tu puisses paniquer. Mais sache que si tu peux et si tu y arrives, l'idéal ce serait de garder son calme et de montrer que ah d'accord, je vois que tu as confiance en moi, je vois que tu m'as choisi comme étant la personne, une des personnes peut-être avec qui tu te sens capable d'en parler. Du coup je vais saisir cette opportunité et je vais te laisser l'occasion de le faire. Et pour ça, en fait, il faut qu'on ait un environnement dans lequel on puisse échanger, parce que sinon, ça marchera pas. Une autre chose qui est ressortie dans les réactions idéales, ce serait de proposer de l'aide, mais de l'aide adaptée à notre cas. C'est-à-dire qu'on ne nous force pas, justement, de dire à la personne qu'est-ce qui pourrait te faire du bien, qu'est-ce que je pourrais t'apporter. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir besoin qu'on cherche les numéros des professionnels de santé pour eux parce qu'ils sont pas capables eux-mêmes de regarder sur internet les psys de leur région, leurs médecins, ils arrivent même pas à appeler leur propre médecin généraliste. Parfois c'est des gens qui osent même pas appeler leur propre mère. Donc c'est possible que la personne en face de toi, elle ait un besoin qui toi te paraisse complètement aberrant, mais en fait elle c'est ça qui lui ferait du bien. Il y a d'autres personnes, peut-être que ce qui les aiderait c'est que tu fasses leurs courses par exemple à leur place. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être avoir besoin que tu les conduises aux urgences. Il y a des personnes qui auraient peut-être besoin juste d'un câlin. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller faire une longue balade pendant laquelle elles vont parler. En fait ça peut être tellement divers. Du coup le mieux c'est vraiment littéralement de dire à la personne je ne sais pas comment je peux t'aider mais je veux t'aider et si je peux t'aider dis-moi comment. Dis-moi comment. Et parfois c'est des choses qui te traverseraient même pas l'esprit, mais la personne elle ça l'aiderait vraiment. Je vais en faire encore des vidéos où je parle de ce sujet parce que il n'y a pas que ces questions là que j'ai posées sur Instagram. J'ai surtout envie de parler du fait d'aller mieux, de trouver des stratégies, des outils qui peuvent aider, te partager les miens et partager aussi ceux qui sont revenus dans cette foire aux questions sur Instagram. Mais là voilà, je voulais vraiment me concentrer sur la démarche de parler de ça en fait, et des difficultés que ça peut impliquer et des peurs qu'on peut avoir et des attentes aussi qui peuvent exister. C'est possible qu'il y ait des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord et franchement je suis ouverte à l'entendre et à recevoir enfin que tu m'expliques en fait pourquoi t'es pas d'accord, parce que c'est très possible qu'en fait sur un point tu te dises non 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 surtout pas, pour moi ça marche pas comme ça, et du coup je t'invite vraiment à t'exprimer dans les commentaires si t'en ressens le besoin. Et voilà, j'ai failli oublier un truc super important, je vais mettre dans la description des numéros de téléphone, des noms d'associations vers lesquelles tu peux te tourner si tu te sens concerné par cette thématique. Je pense par exemple pour les personnes qui habitent à Genève, il y a l'unité Mal à ta vie qui fait partie des HUG, qui s'occupe justement des adolescents jusqu'à 18 ans je crois, qui souffrent justement
de tout ça. Il y a aussi d'autres associations et des lignes téléphoniques, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc je te laisserai aussi toi, si tu as envie de partager ce genre de ressources, des sites, des numéros, quoi que ce soit, de le faire. Je vais épingler les commentaires justement pour les personnes peut-être qui n'habitent pas en Suisse ou en France ou peu importe, pour qu'elles aient accès à ça, même si voilà, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement sur internet, mais au moins là tu as aussi ces informations. Donc voilà, on va se laisser là. Je te souhaite vraiment bon courage si tu traverses une période difficile, ou si tu as un proche qui souffre, enfin bref, vraiment j'espère juste que ça va aller et que tu tiens le coup. Et je sais que là en plus en cette période de confinement c'est encore plus dur, parce qu'il y a des gens qui sont seuls chez eux face à leurs propres démons, et ça doit être vraiment très dur. Donc vraiment tout mon amour et tout mon soutien. Si je pouvais, je me multiplierais en des milliers et des milliers de clones, et j'irais faire des câlins à toutes les personnes qui en ont besoin. Et même moi, ça me ferait du bien d'avoir des milliers de câlins. Mais voilà, comme je peux pas faire des câlins, je fais des vidéos, et j'espère que ça pourra peut-être apaiser, aider, je ne sais pas. Avant de quitter cette vidéo, si tu veux soutenir mon travail de façon gratuite, tu peux aller sur ma plateforme Utip pour voir une publicité de quelques secondes. Ça me crée un revenu qui n'est pas négligeable dans ma vie, et je t'en serai très reconnaissante si tu le fais. Merci si tu l'as déjà fait, et merci si tu le fais maintenant, et merci si tu le feras dans le futur. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, entre guillemets, même si elle n'est pas très joyeuse. J'espère qu'elle aura pu t'aider, qu'elle aura pu te servir. N'hésite vraiment pas à t'exprimer dans les commentaires, vraiment fais-toi plaisir, lâche-toi, écris des romans de 4 pages si tu veux, si ça peut te faire du bien. Bref, on se retrouve bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi, et n'oublie jamais que je t'aime très fort.